Le 14 novembre 1840, Claude Monet naît au 45 rue Laffitte à Paris. La situation financière de ses parents pousse la famille à s'installer au Havre. Au collège, il développe un goût certain et du talent pour le dessin. Sa mère décède alors qu'il n'a que 17 ans. Il abandonne les études mais continue de faire ses croquis, des caricatures et commence à peindre. En 1859, il débarque dans la capitale et s'installe à l'hôtel du Nouveau Monde, place du Havre. Il a apporté quelques natures mortes et des lettres de recommandation. Paris, à l'époque, est tout animé des nouvelles de la guerre qu'entreprend Napoléon III contre l'Autriche et par le cortège de victoires remporté par la France. Le salon a ouvert ses portes et Monet y accourt. Malgré le peu de temps, j'ai pu voir que les paysagistes y étaient en majorité, en qualité. Les Troyons sont superbes, les Daubigny sont pour moi quelque chose de bien beau. Il y en a surtout un, Donfleur, qui est sublime, écrit-il à Boudin. Il entre à l'Académie suisse où il fait la connaissance, parmi d'autres artistes, de Camille Pissarro et Paul Cézanne. Paris, Monet n'y est, pourrait-on dire, que de passage. Ce n'est pas un homme de la ville, lui manque le cycle des saisons, une lumière toujours à capturer, insaisissable. Monet peint par Renoir en 1875. Il étudie à l'école des Beaux-Arts, dans l'atelier de Charles Glair où il rencontre Basile, Renoir et Sisley. Mais il quitte rapidement l'atelier du peintre car il préfère fréquenter le Louvre. La vie est difficile, ses toiles sont la plupart du temps refusées au salon et il connaît de grandes difficultés financières. Il habite à cette époque chez Basile, 20 rue de Visconti. Voici l'atelier de Basile, 1870. Edmond Maître est assis au piano, à droite, et au-dessus de lui, une nature morte de Monet, sans doute fruit et oiseau, daté de 1867. Entre 1867 et 1878, il peint une trentaine de vues de Paris environ. C'est un promeneur anonyme et pressé. Quai du Louvre, 1867. C'est une vue classique, légèrement de biais et largement déployée, une vue bourgeoise, très Second Empire. Les couleurs sont denses, précises, même si la touche est apparente et tout à son affaire. Perceptible, une joie de peindre. Non seulement une joie de flâner dans une ville historique élégante, offrant une perspective harmonieuse, mais une joie de sensation de fraîcheur, de nez au vent, de douceur de vivre. C'est un paysage, en fait, tout en respiration. Un panoramique qui présente l'amphithéâtre des façades, rive gauche, les coupoles du Panthéon et de la Sorbonne, le Pont-Neuf, au loin, et la statue d'Henri IV dans la lumière, profitant d'une trouée d'arbres. On imagine au loin l'étroite rue Visconti. Un détail, et le quai animé des promeneurs et des calèches. Renoir a peint le Pont-Neuf en 1872, presque de face, une vue pittoresque comme alourdie, légèrement pâteuse, moins enlevée et je dirais statiquement photographique. De l'autre côté de la Seine, Saint-Germain-l'Auxerrois, 1867. La vue est resserrée, concentrée. La lumière est juste. Une lumière de printemps, de ciel pur. Les ombres sont très marquées, pratiquement noires, dures, comme la couleur générale des vêtements des passants. La pierre claire d'Île-de-France est chauffée par le soleil et dialogue avec les toits d'ardoise bleutée. Monet et Renoir ont planté leurs chevalets dans le Louvre et ils peignent, l'un à côté de l'autre, du haut de la colonnade. Le jardin de l'Infante, toujours en ces mêmes moments de 1867, le point de vue poursuit le déploiement du quai du Louvre, toujours perçu du haut de la colonnade du Louvre, en plan rapproché. Toujours cette netteté franche des couleurs et la touche polymorphe qui, de l'aplat géométrique de la pelouse, s'épaissit en masse cotonneuse dans le ciel qui bleuit les coupoles dans le lointain. Et le drapeau français qui claque nettement au vent.
La rue Saint-Denis pavoisée, 1878, 11 ans plus tard. Il s'agit de la célébration du 30 juin 1878. La première fête nationale, en fait, depuis la défaite de Napoléon III, les couleurs de la France et évidemment pour Monet le sujet idéal sur tous les plans et d'un point de vue impressionniste, tout est là. La perspective, les couleurs, le mouvement, le rythme et l'effervescence. Dans l'instantané, Monet, du haut d'une fenêtre, en véritable reporter, est parfaitement en osmose avec la jubilation de la foule. La rue est montrée, prise d'assaut par le peuple de Paris en liesse, en une vue plongeante, avec une forte perspective, le triangle sombre de la foule montant vers le triangle inversé du ciel. Posés d'une touche rapide, en flamèche, de couleur pure, les drapeaux flottent, claquent, se tordent et deviennent maîtres de l'espace. Dans ce milieu léger et instable, une banderole cache un Vive la France et un drapeau Vive la République. La rue Montorgueil. Les deux toiles sont peintes le 30 juin 1878, du même balcon. Monet dit « J'aimais beaucoup les drapeaux. À la première fête nationale du 30 juin, je me promenais avec mes instruments de travail rue Montorgueil. La rue était très pavoisée et un monde fou. J'avise un balcon, je monte, je demande la permission de peindre, elle m'est accordée, puis je descends incognito. Ah, c'était le bon temps, le beau temps. Et là, toute la liberté d'improvisation est présente, la mobilité de l'air, l'explosion sérielle des drapeaux. Manet, le même jour, peint de la fenêtre de son atelier la rue Monnier. La comparaison est intéressante. La composition est plus complexe et audacieuse. L'espace au premier plan est vide, japonisant, et l'échelle entrant, l'homme aux béquilles, la disparition de la foule induisent une note de mélancolie, de solitude. Ici, Manet est réellement impressionniste par l'utilisation des couleurs vives, la division et la vélocité de la touche. Cette atmosphère de plein air si volatile, il a réellement ouvert sa fenêtre. Boulevard des Capucines, 1873. Paris en temps de neige, des couleurs froides. Ce qui compte pour Monet, encore une fois, dans un paysage vu de haut, c'est le contraste entre les masses sombres et les espaces lumineux, le crème des façades, le noir bleuté pointillé des toits, des silhouettes et des arbres, une géométrie des déplacements. Nous sommes en hiver, Monet choisit un balcon, celui du studio du photographe Nadar. Il s'éloigne du terre-à-terre, il s'élève. Il a besoin d'espace, de ciel, paysage urbain certes, mais aussi et toujours un paysage. Un point de vue élevé, un point de fuite oblique et remontant, insistant sur la frontalité, un dialogue, un échange, un glissement entre bas et haut, un déploiement sériel, un savant équilibre en fait entre les masses colorées, et comme une allusion à Corot, une pointe de rouge, peut-être les ballons rouges d'un marchand des rues. Le boulevard des Capucines, autre version. Monet a foi dans le progrès, il a une vision positiviste du monde, lui permettant de donner une image parfaitement optimiste de l'espace urbain parisien. C'est un caractère heureux, Monet, comme Renoir ou Sisley. Ces pionniers de la modernité, les impressionnistes sont les premiers à représenter sereinement des scènes de la vie contemporaine. Cette nouvelle bourgeoisie, enrichie et heureuse, à qui les nouveaux quartiers lumineux du Paris haussmannien convient parfaitement. Le soleil chauffe les façades, les couleurs chaudes se déploient dans le triangle de gauche, lui répond le triangle d'ombre à droite, inversé, et apparaissent alors, imprévus, deux spectateurs en habits et haute forme contemplant la foule des flâneurs. Je pense au tableau de Caillebotte intitulé Un balcon au 31 boulevard Haussmann et daté de 1880 et à la nonchalance paisible d'un Paris nouveau, clairement, géométriquement et sériellement redessiné,
par ses larges avenues ouvertes sur une prospérité toute bourgeoise et toute neuve. Boulevard Haussmann, 1880-1881. Encore Caillebotte ici, moins légèrement, qui figure un Paris qui n'est pas un espace saturé de communication ou de foules joyeuses, mais plutôt un espace ponctué de vide. Comme discrètement et mélancoliquement, la ville haussmannienne apparaît paradoxalement d'ailleurs, menaçante et isolante. Rue de Paris, Temps de pluie, 1877. Comme les autres impressionnistes, Caillebotte situe ses tableaux dans le cadre de la nouvelle architecture haussmannienne, d'autant plus que ce choix semble parfaitement naturel. Il est chez lui. Caillebotte, qui vient d'une famille fortunée, habite dans cet arrondissement pratiquement dès sa naissance. Et en quelque sorte, il est le témoin de l'évolution de l'urbanisme parisien. Et ces scènes se situent dans cet ensemble incomparablement homogène et sans mélange de la nouvelle apparence que les boulevards haussmanniens avaient imposée un peu partout à Paris. Pissarro écrit en 1897 à son fils Lucien « Ce n'est peut-être très esthétique, mais je suis enchanté de faire ces rues de Paris que l'on a l'habitude de dire laides, mais qui sont si argentées, si lumineuses et si vivantes. C'est moderne en plein. » Moderne aussi les cafés où se réunissent les artistes. Le Café Gerbois, une lithographie de Manet. Le Café Gerbois, situé alors 9-11 Grande Rue des Batignolles, non loin de l'atelier de Manet, aujourd'hui au 9 avenue de Clichy. Manet, considéré comme le chef de file du groupe des impressionnistes. Le tableau de Fantin-Latour, un atelier aux Batignolles, donc chez Manet, daté de 1870, le présente comme un maître donnant une leçon de peinture. On reconnaît Renoir, de profil, devant un cadre vide, à côté de lui, presque de face, Émile Zola, tenant son lorgnon en main, le grand Basile, qui mourra peu de temps après sur le champ de bataille contre la Prusse à Beaune-la-Rolande. Monet est tout à droite, comme venant d'entrer dans la composition, quasiment modeste. Le Café de la Nouvelle Athènes, vers 1877, ici une œuvre de Jean-Louis Forain, ce café qui se situait au numéro 9, place Pigalle, anciennement quartier des Porcherons, zone remplie de cabarets et de guinguettes au milieu des vergers, la Nouvelle Athènes doit avant tout son nom au goût et à la culture antiquisante des architectes qui se sont inspirés de l'art antique pour construire entre 1820 et 1860 les splendides hôtels et immeubles du quartier. Manet, le peintre de la vie moderne, selon Baudelaire. Monet l'est aussi, mais différemment. L'un, je dirais, est peintre par excellence de la figure, Manet. L'autre, peintre par excellence du paysage, Monet. L'un, artiste de l'intérieur, de la lumière artificielle, Manet. L'autre, artiste de l'extérieur, de la pleine lumière naturelle, Monet. La gare Saint-Lazare, 1877. Monet, en fait, lui, est vraiment un peintre de paysage. On pourrait dire que les personnages ne l'intéressent pas vraiment et que la figure y est un accessoire. Lorsqu'il peint ses tableaux, il vient de quitter Argenteuil pour s'installer à Paris, après plusieurs années passées à peindre la campagne. Peintre de la vie moderne, il l'est aussi, et de manière foudroyante avec cette série. Je crois qu'il a peint 12 versions de cette gare Saint-Lazare construite en 1837 pour relier Paris à Saint-Germain-en-Laye. Il est descendu au niveau des voies du chemin de fer. Il entre dans le motif, dans le bruit, la vapeur, les fumées. Et il est au plus près des machines, du jamais vu encore ressenti, du jamais encore peint. Il est descendu sur les voies, dans le bruit et la fureur des arrivées et des départs, et dangereusement même, au plus près du sujet, du trépidant du sujet. Zola écrit « Monet a exposé cette année des intérieurs de gares superbes. On y entend le grondement des trains qui s'engouffrent et on y voit les débordements de fumée qui roulent sous les vastes hangars. Là est aujourd'hui la peinture.
nos artistes doivent trouver la poésie des gares comme leurs pères ont trouvé celle des forêts et des fleuves. On pense naturellement à La Bête humaine, son roman publié en 1890, et au film de Renoir avec Jean Gabin en 1938. Avec Monet, aucun roman, aucune tragédie. La Bête humaine n'existe pas. Seul compte la machine, l'invention extraordinaire, la folle épopée du mouvement, la calligraphie insaisissable des vapeurs. Et en 1877, emménageant dans le quartier de la Nouvelle Athènes, Monet a demandé l'autorisation de travailler dans la gare Saint-Lazare, qui en marque l'une des limites, et a commencé à peindre. Et en fait, c'était le lieu idéal pour qui recherchait les effets changeants de la luminosité, la mobilité du sujet, les nuages de vapeur et un motif radicalement moderne. S'ensuit alors une série de peintures avec des points de vue différents, dont des vues du vaste hall. Malgré l'apparente géométrie de l'architecture métallique, ce sont bien les effets colorés et lumineux qui prévalent ici plutôt que l'attachement à la description détaillée des machines ou des voyageurs. Certaines zones, véritables morceaux de peinture pure, aboutissent à une vision quasiment abstraite. Extérieur de la gare Saint-Lazare, arrivée d'un train, 1877, toujours. Pont de l'Europe, gare Saint-Lazare, 1877. Et avec Manet, le chemin de fer, 1872-1873, la gare, le pont de l'Europe, certes, mais surtout un portrait de Victorine Meurent, modèle préféré de Manet, et des bizarreries modernes, magnifiques et fascinantes, difficilement associables aux vues immersives de Monet. Caillebotte, le pont de l'Europe, 1877 aussi. Caillebotte, peintre de la vie moderne, Gustave Caillebotte, dont la facture nette propose comme un froid diagnostic documentaire dépourvu de tout enthousiasme de cette même vue de ce quartier de l'Europe. Caillebotte, toujours, sur le pont de l'Europe, 1876-1877, cette vue quasiment photographique, mystérieusement saisie, volée à une histoire, volée à des histoires. Avec Monet, les Tuileries, 1876. Les rumeurs de la modernité s'éloignent, les gares s'éloignent, le regard s'étend au loin, largement, plane au-dessus de la rue de Rivoli, rien ne l'arrête, rien ne le fixe. La touche ondoie sur les bouquets d'arbres, sur la façade du pavillon de Flore, tour à tour efface les formes et les densifie, d'où une sensation de frémissement, de bruissement, de souffle, un jardin de foisonnement, de luxuriance, les rouges qui ponctuent les verts, les ombres bleuissantes, les promeneurs réduits à des taches. Le tableau est peint du haut du balcon de Victor Choquet, collectionneur extraordinairement passionné qui accueille les impressionnistes. Victor Choquet, peint par Renoir en 1876. Les Tuileries encore, cette étude de 1876. La nature gonfle, le pinceau frise les feuillages, les rouges jaunes coiffant la cime des arbres indiquent comme une fin d'après-midi. La ville se dissout dans les lointains, le ciel est enflammé et semble comme basculer. Des lambeaux de rose courent sur les pelouses, ce sont peut-être des allées. La sensation de fulgurance prime, du regard du peintre, du geste résolu, de la volonté de saisir un temps, juste avant qu'il ne disparaisse. Cet autoportrait, daté de 1886, en matière de conclusion, le portrait d'un promeneur, passionné d'instantané, entré dans le paysage jusqu'à en oublier la ville, un bourgeois campagnard, passant par Paris, et cette belle phrase de Marianne Alphand, le temps de Monet est frontal comme sa peinture, plat, dirait-on, écrasé pour se raccourcir aux dimensions de présent, l'instant, les faits, leur couleur jusqu'à la hantise. C'est là que tout se concentre, à la surface des toiles où se projette le moment, un moment qui tient lieu d'avenir et de passé. Il faut regarder ces tableaux sans souvenir.